Bien négocier, c'est parfois reconnaître ses propres limites face à l'autre. David, un ex-négociateur au GIGN, et Anne Gervaise, psychothérapeute, le savent bien. Car pour eux, la parole et la négociation leur a permis de sauver des vies. Au GIGN, la parole est assez puissante et c'est ce qui peut parfois, dans des situations très complexes, faire en sorte que ce soit les larmes qui coulent plutôt que le sang. Et ça, on le sait pertinemment. La devise de cette unité, c'est s'engager pour la vie. Et notamment, je pense à une mission de prise d'otage où je me suis retrouvé sous le coup d'un ultimatum par le preneur d'otage qui détenait une matone depuis plusieurs heures et qui, lorsque je suis arrivé dans l'encadrement de la porte, m'a dit « C'est toi le négociateur du GIGN ?» Je lui ai dit « Oui. » Ben, c'est simple. Soit tu me butes avant que je la bute, soit je la bute et tu vas être obligé de me buter ensuite. Donc là, le premier truc qui se passe pour moi, c'est le silence. J'ai énormément de pression à ce moment-là parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir sortir de ce truc-là. Et c'est là où c'est très précieux d'avoir une épouse accompagnante et systémicienne et d'avoir des discussions le soir sur les problématiques de cabinet, de prise d'otage. Parce que je vais faire là justement une des techniques qu'elle enseigne, qui s'appelle un aveu d'impuissance, où je vais finir par lui dire « Écoute, tu m'as demandé de venir sans armes. Regarde, sous mon t-shirt, je n'ai pas d'armes. L'équipe d'assaut d'urgence est trop loin pour intervenir si jamais tu lui tranches la gorge. Et les snipers qui sont embusqués n'ont qu'une fenêtre très petite. Et s'ils te tuent, ils sont obligés de la battre parce qu'elle est juste devant toi. Donc, je suis navré. Mais si tu la tues, on va la regarder tous les deux mourir sous nos yeux. » Et donc là, en ne rentrant pas dans son jeu, dans son ultimatum, en ne subissant pas la pression, en lui disant qu'en gros, ça va être de sa responsabilité et il n'aura pas ce qu'il voulait. Ça a créé un moment de tension, de silence, où c'est lui qui, du coup, s'est retrouvé sous pression, a fait appuyer encore plus lourdement la lame sur la carotide de cette femme, pour finir par le relâcher et me dire « Bon, ok, alors maintenant, je veux que tu me donnes ma drogue de substitution et on va passer à une autre discussion. » Et je pense que cet aveu d'impuissance, je pense que ce mot-là, de basculer de tu me mets sous pression et je te demande de pas faire ça à si tu le fais, ça va être de ta responsabilité, c'est ça qui a sauvé la vie de cette femme ce jour-là. Tu négocies beaucoup, de plus en plus, en tout cas c'est ce qui sort dans l'actualité, avec, on parlait des croyances, des gens qui n'ont pas les mêmes croyances. Anne parlait du récit que chacun se raconte et de la puissance de ce récit. On parlait d'Arnaud Beltrame tout à l'heure, qui, je caricature un petit peu, mais tu me diras si j'ai raison, mais qui s'est rendu à la place d'un otage et qui a donné sa vie. Et il y a une part de sa spiritualité, de sa foi et de son engagement aussi qui l'a fait faire ce geste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la part des croyances de chacun dans les négociations ? Je pense aussi aux terroristes qui ont un récit dans leur tête religieux, extrémiste. Comment on gère des gens qui ne se racontent pas du tout la même chose et comment on aborde ça ? Parce que est-ce que toutes les croyances sont encore compatibles dans un récit de négociation ? Et je pense que ça, on pourra le transposer aussi dans notre rapport de tous les jours parce que c'est le vrai problème d'aujourd'hui. On est dans un repli sur soi permanent. Chacun a sa croyance. Elles se valent toutes. Et donc, comment on entre en relation avec ces croyances ? Manœuvrer avec les croyances, influencer les croyances, faire changer une croyance, c'est la base du job, de la négociation, de l'accompagnement, de la crise, de la thérapie. C'est vraiment quelque chose de central. Tu as des croyances qui sont aussi dures et épaisses qu'un mur en béton armé. Tu en as d'autres qui sont comme du papier à cigarette. Il y a des croyances qui sont difficilement pénétrables parce que tu n'as pas la bonne attitude, tu n'es pas la bonne personne, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon contexte. Tout l'enjeu est de se dire, et souvent j'utilise cette métaphore, des fois tu arrives face à un individu, la modification de la croyance est comme si le pont-levis était baissé face à un château, c'est tout droit devant, c'est plat, c'est évident. Et puis des fois, la seule issue, c'est une petite meurtrière à 20 mètres de hauteur sur la tour nord avec de la mousse autour. Et en fait, le job en négociation pour aller chercher cette croyance-là dans les personnes qui sont retranchées, dans les personnes qui sont radicalisées religieusement, je pense à l'islamisme là, effectivement, pour les terroristes, ça devient
le jeu d'équilibriste ou en tout cas le jeu d'accompagnement thérapeutique pour faire en sorte de se demander si tu as la capacité, toi, de trouver les mots, de trouver l'attitude, de trouver la grille qui va te permettre d'actionner le bon levier, de tirer la bonne ficelle ou peut-être de se rendre compte que effectivement là, sur cet espace-temps avec les personnes qui sont présentes, ça va pas être possible. Il va falloir passer la main à l'action ou à la force. Heu, donc les croyances, pour moi, c'est l'essentiel du job de la négociation de crise parce que en tant que négociateur, tu en as. Il y a forcément des moments où tu arrives et tu te dis: «Ah celui-là, il sortira pas» ou «Ah celui-là, je pense que je peux le faire sortir» ou «Tiens, ça va être difficile, je vais essayer de faire parler sa mère ou sa sœur ou son père» et c'est le point central du boulot, en fait, la croyance, mais comme en accompagnement. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que on va pas pouvoir changer la croyance de quelqu'un depuis notre planète à nous, depuis notre croyance à nous. On va d'abord avoir besoin de ce passage où on va aller rencontrer son univers, sa planète, aller valider son système de croyance pour ensuite se dire: «OK, là je suis OK pour changer ça». Parce que si tu dis à l'autre: «Hey, tu devrais pas penser comme tu penses», personne en fait n'a envie d'entendre ça. Toi, tu vas commencer par créer de la résistance. Là, si je te dis: «Tu devrais absolument pas être assis là ou faire ce que tu fais», tu vas commencer par tout fermer, comme si tu fermais ta maison, et tous tes volets. Tu vas dire: «Attends, j'écoute plus rien de ce qu'elle me dit». Il va falloir d'abord que je fasse un tour sur ta planète, que je dise: «Ah tiens, c'est sympa ce que tu as mis là, ce que tu as fait là» et cetera, et à ce moment-là, peut-être que je vais pouvoir te dire que cet arbre-là qui est là, tiens, j'aurais pas fait ça. Peut-être que là, tu vas m'entendre. Oui, mais tu vois, aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes parler justement en tout cas dans la manière dont on aborde les sujets de développement personnel, on te les vend comme tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Je Tu peux, déteste ça. oui, je sais, mais tu vas voir où je vais en venir justement. Tu peux devenir la meilleure version de toi-même. En gros, tu peux être ton propre Ouais. Dieu. Tu peux donc, en fait, tes croyances sont légitimes. Ce que tu ressens est Mmh. légitime. Ce en quoi tu crois est légitime. Ça ne se vaut pas, ça ne se compare pas. Les autres veulent te piétiner ce en quoi tu crois, mais n'abandonne pas. Et donc, en fait, on s'individualise énormément dans ces récits-là. Et c'est ça aussi nos croyances, c'est qu'en fait, on entre de moins en moins en relation avec les gens On et confronte de derrière moins en moins, on a de et on moins en moins confronte de envie moins en moins. d'entendre sincèrement les autres. Et donc vous arrivez, vous, à rentrer dans ces systèmes-là parce que vous êtes obligé de vous ouvrir à la différence, Mmh. Mmh. d'écouter l'autre et de rentrer dans son système, alors que lui, on lui raconte qu'il faut surtout pas qu'il en bouge. Je pense qu'il y a 2 choses qu'on fait essentiellement dans nos accompagnements, mmh, antérieurs à Incognita et avec Incognita. C'est que, déjà, on prend le temps d'écouter, de comprendre, hein, ce que disait Anne et d'accepter toutes les croyances, quelles qu'elles soient, sans les juger, sans les, mettre à défaut. La deuxième chose, c'est que systématiquement, on va se plugger à l'autre, on va venir se connecter en essayant de contourner systématiquement la personne sociale pour aller, discuter, passer un moment, se rapprocher de la personne intime. Quelle qu'elle soit, chef d'entreprise, dirigeant du CAC 40, quel que soit ton poste, quelle que soit, ta position, ton physique, tes origines, on va venir se connecter à cette personne-là qui est la personne réelle, pas, pas dans ces dynamiques de résistance ou pas dans ces dynamiques, de défiance, mais essayer de créer une bulle où il va y avoir un vrai échange. Après, la personne décidera de faire ce qu'elle veut, de se laisser influencer par ce qu'on va lui dire ou pas, ou d'accepter certaines des croyances qu'on pense être, nous, nécessaires ou structurantes pour traverser la crise ou enjamber le problème. Mais c'est systématiquement ce qu'on va mettre en place pour arriver à, se défaire de tout ce que tu décris là et qui met de la distance aujourd'hui dans la société entre les gens. En Alors, tout cas, c'est le principe de l'influence, quoi, d'arriver quand même, malgré le fait que les gens se disent: «OK, ça c'est ma posture et j'en changerai pas». C'est le principe d'arriver à créer une relation. Si tu pas la relation, tu rien de toute façon. alors justement, quand on parle de relation, on parle d'écoute, on parle d'adaptation. On va faire un petit exercice, si vous êtes d'accord, pour voir un petit peu l'importance des mots. Je vais vous demander les choses qui sont à surtout pas dire quand on s'adresse à et différents types de personnes, pour voir un peu comment on peut. Alors c'est du feeling, c'est de l'instantané, hein, les phrases que vous allez nous donner, mais c'est pour qu'on sente aussi comment on peut s'adapter en fait au contexte et aux personnes. David, la chose à ne surtout pas dire à un terroriste en pleine prise d'otage. Hem, commencer par lui dire, «Écoute-moi». Anne, une personne réfractaire au changement. Commencer par lui dire: «Enfin, c'est facile». David a une personne suicidaire. Ne fais pas ça.
Anne a un adolescent qui est en colère. Calme-toi. Ne dites jamais calme-toi. Ne dites jamais calme-toi. David, la chose à ne surtout pas dire à son patron. Faites-moi confiance. Pourquoi? Je m'arrête 2 secondes parce que c'est que si je contre-intuitif. commence par te dire fais-moi confiance, La première il y chose a que tu une vas grande faire, partie des gens qui vont se dire qu'est-ce qui ferait que je lui ferais pas confiance? Anne, la chose à ne surtout pas dire à un couple en crise. Ça va s'arranger. À une personne paniquée, David. Tout va bien, tout va bien. Rassure-toi, rassure-toi. Rassure-toi, elle est pire celle-là. Encore 3. Anne, la chose à ne surtout pas dire à une personne manipulatrice. Une personne manipulatrice. Je lui dirais pas grand-chose déjà, je crois. J'essaierais de contrôler pas mal les informations que je donne. Et quand je les donne, il faudrait que je sache stratégiquement pourquoi je lui ai donné. David, la chose à ne surtout pas dire à Anne. J'en ai tellement. Un des trucs qui peut la faire craquer. Prépare-toi, Anne, parce que j'imagine, évidemment, je suis en la train de question, En fait, évidemment j'en que ai- ça arrive après. En fait, j'en ai tellement. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ouais. Et Anne, la chose à ne surtout pas dire à David. Il n'y a rien dans le frigo quand il a faim? Il est très mauvaise humeur quand il a faim. Elle était simple, celle-là. Elle était simple. Non, un truc du genre... T'as pas le droit de faire ça. Ça, ce serait terrible. Ça, c'est pique. Qu'est-ce qui fait que dans toute la réponse aux questions que je vous ai posées, dans les choses à ne surtout pas dire, Tout est Vous contre-intuitif répondez- dans notre réponse. voilà, vous répondez toujours ce que moi j'aurais répondu intuitivement. Parce que dans la communication, il y a 2 items. Il y a ce que tu dis, et puis il y a l'implicite dans ce que tu dis. Et donc, par exemple, quand tu dis à quelqu'un « calme-toi », ce que tu dis, c'est « je prends du temps pour toi, et puis on discute ensemble, et je suis avec toi, j'essaie de t'aider ». L'implicite de cette situation, c'est « ton émotion n'est pas légitime, puisque je lui demande de se taire ». C'est « je n'ai en réalité pas envie de t'entendre. Ok, ta planète, c'est pas OK, en fait ». Et donc ça, la seule chose que ça va générer, c'est de radicaliser l'information. Et ici, de radicaliser, par exemple, l'émotion. Si l'adolescent qui est énervé, je lui dis « calme-toi », ça va encore plus l'énerver. Et c'est logique. Je veux dire, non seulement ça va l'énerver tout court, parce qu'il va pas se sentir compris, mais en plus, il va avoir envie que je saigne de la carotide. Et ce sera légitime. On a tous ressenti ça. Et donc, rassurer, c'est pareil. Si à un moment, je mets de l'énergie à te rassurer, ça veut dire que tu as raison d'avoir peur. Si vous avez aimé notre échange avec David et Anne Gervaise, sachez que l'interview continue. Ils nous ont appris à résoudre les conflits spectaculaires, mais ils ont aussi des recettes concrètes pour nos conflits du quotidien. Alors rendez-vous dès maintenant pour découvrir l'interview en intégralité sur la chaîne YouTube Les Lueurs.